Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Leclerc, biographe. Nous allons évidemment converser pendant 1 heure sur 2 nouveaux ouvrages qu'il vient de paraître. Je l'avais déjà reçu à propos des Princes de Bretagne. Et là, nous allons changer de région. Eh bien, je ferai remarquer que j'avais annoncé dans ma dernière émission que j'inviterais Anne-Laure Bonnel. Malheureusement, elle est gravement malade et donc nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement, une guérison. Et puis dès qu'elle sera mieux, je la réinviterai bien entendu. Voilà. Alors, comme d'habitude, avant cet entretien, je vais lire une page de ma poésie française. Florilège critique et passionné de notre poésie des origines à nos jours. Et nous sommes toujours au XVIe siècle et toujours avec l'école des Pléiades. Et pour la dernière fois, pour la troisième et dernière fois, avec Joachim du Bellay, le meilleur poète de cette école. Alors, nous ne citerons pas les 2 célèbres et beaux sonnets commençant par France, mère des armes et des lois, et puis heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, plein d'usages et puis est retourné. Plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Nous n'irons pas plus loin, étant donné que ces 2 sonnets sont pratiquement dans tous les manuels. Mais nous allons citer 2 autres sonnets plus rares et où pointe un implacable humour satirique. Voilà. Marcher d'un grave pas et d'un grave sourcil, et d'un grave sourire à chacun faire fête, balancer tous les mots, répondre de la tête avec un messernon ou bien un messersi, entremêlé souvent un petit écosi, et de son serviteur contrefaire l'honnête, et comme si l'on eût sa part en la conquête, discourir sur Florence et sur Naples aussi, seigneuriser chacun d'un baisement de main, et, suivant la façon du courtisan romain, cacher sa pauvreté d'une brave apparence. Voilà de cette cour la plus grande vertu, dont souvent, mal monté, malsain et mal vêtu, sans barbe et sans argent, on s'en retourne en France. Voilà le second. Attachez vos ceintures, il est assez violent. Comme un qui veut curer quelque cloaque immonde, s'il n'a le nez armé d'une contresenteur. La contresenteur, c'est ce masque que se mettaient les gens à l'époque contre la puanteur et les miasmes. Étouffé bien souvent de la grande puanteur, demeure enseveli dans l'ordure profonde. Ainsi le bon Marcel, il s'agit du pape Marcel II, ayant levé la bonde pour laisser écouler la fangeuse épaisseur des vices entassés dont son prédécesseur avait 6 ans devant empoisonné le monde, se trouvant le pauvret de telle odeur surpris, tomba mort au milieu de son œuvre entrepris, n'ayant pas à demi cette ordure purgée. Mais quiconque rendra tel ouvrage parfait se pourra bien vanter d'avoir beaucoup plus fait que celui qui purgea les estables d'Auger. Évidemment, il s'agit d'Hercule qui nettoya les écuries d'Augias. Alors, pour comprendre l'actualité de ce poème, le pape Jules III, qui régna de 1550 à 1555, avait sombré dans la luxure et le népotisme, et la déchéance la plus totale et le vice. Il avait fait d'un vagabond son favori, l'avait fait adopter par son frère et l'avait nommé cardinal à 17 ans. Marcel II, qui lui succéda, mourut d'une apoplexie seulement 22 jours après son élection. Alors évidemment, là, dans mon idée, ce qui m'a frappé, il ne s'agit pas des papes ou du pape actuel, mais il s'agit plutôt du régime français, n'est-ce pas, et de notre président, Macronescu. Je suppose que son successeur, ou qu'il soit homme ou femme, aura vraiment devant lui un travail herculéen. Il faudra qu'il nettoie les écuries d'Augias, qui s'appelle le palais de l'Élysée. Et que faire?
eh bien peut-être détourner la Seine ou la Marne à ses fins, ou alors verser des hectolitres de désinfectant, eau de Javel, ou passer le curseur, le Karcher, que n'ont jamais osé utiliser ses prédécesseurs. Voilà. Mais au-delà de la vive satire, Du Bellay, réfléchissant à la condition du poète et constatant combien est peu prisé le métier de la lyre, reconnaît au vers une vertu presque thérapeutique et voit dans le chant tout ce qui le fait vivre. Je ne chante Magny, je pleure mes ennuis. Magny, c'est le poète Olivier de Magny. Ou, pour le dire mieux, en pleurant, je les chante, si bien qu'en les chantant, souvent je les enchante. Voilà pourquoi Magny, je chante jour et nuit. On assiste à son retour en France, et plus précisément à Lyon et à Paris, ville qu'il chante, puis c'est une série d'adresses de trop nombreux contemporains. Il s'adresse à de trop nombreux contemporains dont il vante la sagesse, la vertu et le génie. Du Bellay fait encore paraître des discours de circonstances et un recueil appelé Le Poète courtisan, 1559, sorte de testament par lequel il flagelle les poètes de cour en ayant l'air de les conseiller, et où il affirme qu'écrire un poème, c'est risquer sa vie. Il meurt le 1er janvier 1560 à l'âge de 37 ans. Eh bien, bonjour Éric Leclerc. Bonjour Daniel Abrecorn. Donc, je cite les livres que vous nous avez apportés. Volontiers, oui. Et que j'ai lus, évidemment, avec grand intérêt. Merci. Alors, d'abord, une biographie de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Un apôtre au service des âmes. Et l'autre, que je ne connaissais pas du tout, là, ce personnage, Louis de Frotté, FRO, 2T et accent aigu, le chouan normand qui défia la Révolution. Alors, on parle toujours des chouans de Bretagne, de Vendée et en Normandie, qui est votre pays, je crois, d'ailleurs. Tout à fait, oui. Voilà, vous vivez à Caen. À Caen, c'est oui. Ça. À Caen, non pas les vacances, mais la vie. Là. Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Bien. Alors, écoutez, je remarque que vous êtes un magnifique costume qui correspond non pas du tout au curé d'Ars, bien sûr, mais à Louis de Frotté. On va dire que je me suis costumé en chef chouan d'apparat. Voilà, bon, très bien. Évidemment qu'un chef chouan ne serait pas allé en clair dans les forêts parce que le costume se serait vite retrouvé plein de boue. Hein. Voilà, il le remisait quelque part. Alors oui, écoutez, voilà. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par la biographie du curé d'Ars. Avec plaisir. Hein, voilà. Alors, ce curé d'Ars, évidemment, très connu tout de même, non pas par tout le monde, mais si en France, au moins en France, parce qu'il a eu un succès de son vivant extraordinaire. Hein. Alors, racontez-nous un petit peu d'où il vient. Parce qu'il a une jeunesse un peu... Il n'a pas commencé très tôt à être prêtre et curé. Non. Voilà, il a une jeunesse un peu étrange, tout à fait originale. Bien sûr. Eh bien, Jean-Marie Vianney, né de Mathieu Vianney et de sa mère, hein, donc Monsieur Mme Vianney, Mathieu et Marie Vianney, voilà. Oui. Donc en 1786, c'est-à-dire 3 ans avant la Révolution française, donc dans le petit village de Dardilly, c'est où, ça, qui est à 8 km nord-ouest de Lyon. D'accord. Donc il va commencer, toute son enfance se passe à la ferme, hein, puisque les Vianney sont fermiers. Ce sont des paysans. Ils sont des paysans. Et la Révolution française éclate dès 1789, si bien que très vite il n'y aura plus d'instituteurs, si bien que toute sa jeunesse, toute son enfance, Jean-Marie Vianney va être privé d'instituteurs et donc d'institution. Oui. D'instruction, je veux dire. Donc c'est quelque part un autodidacte. Ah, complètement. Complètement. Bah, de toute façon, très vite, il va faire le valet de ferme pour ses parents, hein, de toute façon, comme tous les enfants de paysans. Et, mais très vite, il est chrétien, puisque tout petit... ses parents sont chrétiens. Ah oui, ses parents sont chrétiens, et donc, quand il était tout petit, quand il était nourrisson, sa mère lui faisait faire le signe de croix avant de lui donner sa soupe, et un jour que la mère a oublié, eh bien, le petit Jean-Marie ne boit pas sa soupe, et sa maman
s'aperçoit qu'elle a oublié de faire le signe de croix, a guidé sa main pour faire le signe de croix, et une fois qu'elle a guidé la main du petit garçon pour faire le signe de croix, là, Jean-Marie consent à prendre sa soupe. D'accord. Voilà. Bien. Donc, éducation catholique rigoureuse. Totalement, oui. Et alors, il a quelques aventures, je crois, avec la conscription. Oui. Racontez-nous ça un peu. Donc, parce que c'est une jeunesse originale. Tout à fait, une jeunesse originale. Déjà, il y a certains qui pensent qu'il aurait appris à lire à l'âge de 8 ans avec sa grande sœur, mais vraisemblablement non. Il n'a appris à lire et à écrire que quand il a fait sa communion, vers l'âge de 12 ans. Tardivement. Bien sûr, grâce aux religieuses à Écully qui l'ont instruit. Ouais. Donc c'est plutôt vers l'âge de 12 ans qu'il sait lire et écrire. Et donc, il veut devenir prêtre. Le père, il rechigne, parce qu'il va perdre son bon valet de ferme, sinon. Donc, il met 2 ans, et au bout de 2 ans, Mathieu Vianney, on va dire qu'il est atteint par la grâce, quelque part, puisqu'il dit « Oui, je ne peux pas empêcher mon fils de devenir prêtre ». Donc, il va être instruit par Charles Ballet, le curé. Et à l'âge de 20 ans, comme vous disiez, un peu plus, il va être rappelé par la conscription, alors qu'il n'aurait jamais dû être appelé. Parce que dès lors qu'on était ecclésiastique ou séminariste, eh bien, on était classé sur une liste. On était dispensé de service militaire. D'accord. Et, en tout cas, à Lyon, c'était sûr et certain, puisque c'était l'oncle de Napoléon, le cardinal, je ne me rappelle plus de son prénom. Enfin, peu importe. Ouais. Qui avait dispensé les séminaristes de service militaire. Alors, soit c'est Charles Ballet, le prêtre formateur, le mentor de Jean-Marie, qui a oublié d'inscrire Jean-Marie sur la liste, ou alors c'est soit le diocèse qui a oublié d'inscrire Jean-Marie. D'accord, c'est une erreur. Oui. À cause d'une erreur, Jean-Marie Vianney a été appelé au service militaire. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tout d'abord... Bon, il y va pas. Oui. Il veut y aller. Vraiment, son intention est bonne. Il veut vraiment y aller. Mais il va tomber malade parce qu'il est faible. Il est peu constitué parce que le fait qu'il mange chichement, c'est déjà depuis sa plus tendre enfance. De toute façon, pour être plus près de Dieu, c'est quelqu'un qui se nourrit très peu, qui a déjà une vie d'ascète, Jean-Marie. Ouais. Et donc, il tombe malade, il va être à l'hôpital, et après, bon, il faut qu'il s'en aille. Donc, il va au bureau de recrutement. Alors, on lui dit comment, c'est maintenant que vous arrivez, vous allez voir, je vais vous faire arrêter, que lui dit le commandant de la... Déserteur, etc. Voilà, déserteur. Ouais. Bon, il dit non, je repartirai. Donc, il s'en va. Et après, quand il s'en va, sur le chemin, il est fatigué. Et il rencontre un déserteur, justement. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je pars à la conscription, au service militaire. Et il lui dit, entre nous, vous n'avez pas la tête de l'emploi. Venez. Et donc, c'est comme ça qu'il va l'amener dans un village. Et pendant plus de 16 mois, Jean-Marie va se cacher à l'abri au village d'Énoé. Clandestinité. Alors, dans la famille de ce monsieur-là. Dans la famille du maire. D'accord. Le maire, c'est Paul Frageot. Et sa sœur ou sa cousine, c'est même Fagot, je crois. Je crois que c'est Fagot. Et qui donc va le garder pendant 2 ans. Il va jouer un petit peu à l'instituteur auprès des enfants du village. Ouais. Et il va aller de temps en temps à la messe, discrètement. Et pendant plus d'1 an, donc pendant 16 mois, parce que là, il va réussir à se cacher. On est à une époque où les prêtres sont interdits, etc. Oui. Les prêtres... il y a les prêtres jureurs et les prêtres... Non, c'est après, parce que Napoléon est arrivé, il y a eu le consul, il y a eu le concordat, mais donc là, il va être gracié, on va dire, par Napoléon. Les déserteurs sont graciés à l'occasion du remariage de Napoléon avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Alors là, on est avec Napoléon. D'accord, oui. Donc là, Jean-Marie va être gracié. Et comme la famille arrive à trouver un remplaçant, c'est bon, il est libéré des obligations militaires, Jean-Marie. D'accord. Mais contrairement à ce que certains ont pu dire, parce que par-ci, par-là, parfois, dans les biographies, dans mes recherches, je m'aperçois que certains disent que Jean-Marie Vianney a déserté volontairement l'armée. Non.
ça n'était pas intentionnellement. Il n'a pas déserté de façon intentionnelle. Ce sont les circonstances qui ont fait que Jean-Marie a déserté l'armée. Voilà. Ouais, très bien. Puis déserteur malgré lui. Nous lui pardonnerons aisément, vu le travail qu'il a fait après. Oui, parce que déserteur malgré lui, parce que si une erreur humaine n'avait pas oublié de l'inscrire... Il aurait été à l'armée. Non. Si une erreur n'avait pas oublié justement de le mettre sur la liste des conscrits, des conscrits dispensés d'armée, il n'aurait jamais été appelé. C'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, je comprends. Très bien. Alors, la partie mystique commence quand puisque c'est un grand mystique. Oui. Et alors, il arrive pas... Alors, Ars, d'abord, il va devenir le curé d'Ars. Oui. Alors, c'est où, Ars Ars, c'est à 35 km de Lyon. D'accord. Voilà. Donc, on est toujours dans la même région, lyonnaise. Toujours dans la même région. D'accord. Comment il est devenu curé d'Ars ? Déjà, il a fait ses études, petites études. Oui. Heureusement... Oui, il a des problèmes avec le latin, je crois. Oui. Charles Ballet avait créé une école presbytérale à Écully, à plusieurs kilomètres de Dardilly. Et donc, grâce à ça, Mathieu Vianney, le père, était rassuré puisqu'il n'avait pas de sous à débourser de sa bourse. Oui. Et donc, Jean-Marie a pu aller étudier à l'école presbytérale du curé Charles Ballet, donc à Écully. Je crois que ce Charles Ballet, ça a été c'est le mentor. C'était vraiment son... Oui, voilà, il l'a protégé, il a cru en lui tout de suite. Il a cru en Jean-Marie. Et puis, il l'a protégé et il a réussi à le faire nommer curé, finalement. Alors que c'était pas évident. Il a dû aller au grand séminaire, et grand séminaire, comme il ne connaît pas le latin, qu'il a un mal fou, il est recalé. Oui, il est recalé, vous vous rendez compte, à la case D. D comme débilissimus, déficient au dernier degré. Ah, carrément. Déficient au dernier degré. Donc, Jean-Marie se dit, puisque je ne peux pas devenir prêtre, eh bien, je vais me faire frère. Donc, il serait forcément devenu frère. Oui. Et alors, le curé Charles Ballet lui dit, non, dites à votre ami frère, qui fait partie des frères, de ne rien dire aux supérieurs. Moi, je vais me battre pour que vous puissiez devenir prêtre. Donc, il va voir qui de droit ? Charles Ballet, et donc il a de la chance puisque c'est une époque où on manque cruellement de prêtres. Et Charles Ballet, le père Ballet, c'est quelqu'un de pieux, et quand il arrive à recommander son poulain, si je puis dire, donc un chanoine va venir au presbytère d'Écully, il va écouter Jean-Marie, à qui il va poser beaucoup de questions sur la doctrine, tout ça, mais en français, et donc il va réussir son examen. D'accord. Donc grâce au fait qu'on lui a évité le latin, il peut devenir prêtre. Voilà. Donc c'est miraculeux, disons-le, c'est miraculeux le fait qu'il ait pu devenir prêtre. Ouais. Mais les miracles, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, mais on va dire que le premier miracle, c'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Le fait qu'il ait pu devenir curé d'Ars, qu'il a d'abord pu devenir prêtre. Oui, voilà. D'abord prêtre. Alors il exerce en tant que prêtre d'abord, pas à Ars, avant. Non, il est à Écully. Oui. Il est le second, le second du curé, le père Ballet, de toute façon. D'accord. Voilà. Mais déjà, il est austère avec lui-même, Jean-Marie. Alors que le père Ballet est déjà austère avec lui-même, il ne mange pas beaucoup. Il a un cilice, et Jean-Marie Vianney il va trouver que ça n'est pas assez. Le cilice, il est trop doux, donc il va le faire encore plus dur avec des pointes qui vont rentrer dans le ventre. Alors, rappelez ce que c'est qu'un cilice. C'est une espèce de petite ceinture avec des pointes pour faire pénitence, en somme. Pour se mortifier, quoi. Oui, pour se mortifier, voilà. Personnellement, je ne le ferai pas. Oui, moi non plus. Voilà. Bon, mais c'est aussi la flagellation, etc. Il y a pas mal de se choses. Flagelle. Il peut parfois se flageller durant une heure. Ça rappelle Molière, Laurent, donnez ma lyre, Silice, avec ma pénitence, non, c'est quoi ? Il parle de ces choses-là dans le... Oui. Vous vous souvenez de cette réplique du... Laurent, donnez-moi ma haire avec ma discipline. Voilà. Vous vous souvenez de ça ? Non, je ne m'en souviens plus. Mais bon, lui pour. Il s'agit de ça. Il s'agit vraiment de la discipline, c'est ça. Oui, la discipline. aussi. Oui. Mais, donc, ce sont des
des vêtements qui grattent, j'en parle dans mon livre, excusez-moi, Voilà. Parce que pour lui, être plus près de Dieu, c'est se crucifier, c'est se flageller, c'est souffrir comme a souffert le Christ. Bien sûr. C'est ça être prêtre pour Jean-Marie, qui a une vraie conscience professionnelle, si je puis dire. L'ascétisme, en plus, il mange très peu, il dort très peu. Il dort très peu. Voilà. Pour lui, être près de Dieu, c'est dormir très peu, c'est manger très peu. Voilà. Une vie monacale, une grosse pomme de terre lui suffit pour la journée, de toute façon. Alors, il arrive à Ars, qu'est-ce qui se passe Donc, il arrive à Ars en 1818. Il est nommé curé d'Ars en 1818. Parce que après que le père Ballet soit mort, il y a un nouveau curé, Laurent Trépied, mais ça ne va pas le faire entre les deux prêtres, parce que lui, c'est un bon vivant, il trouve le jeune Jean-Marie trop austère. Donc, Jean-Marie va être nommé curé d'Ars. Donc, on dit curé d'Ars, mais c'est d'abord une chapellénie. Ah d'accord. Donc, il est nommé vicaire chapelain d'Ars. Donc, parce que c'est trop petit et qu'il n'y a pas besoin de en février 1818. Donc, c'est une toute petite église. C'est une ville de combien c'est un bourg. C'est un village de 230 habitants. Ah, 230. Un village de 230 habitants. Ah oui, donc, ça n'est vraiment pas beaucoup. Et donc, Jean-Marie, d'abord, il se dit comment je vais faire. Et puis après, il se dit, la crèche de Bethléem était petite, mais un jour, l'église ne sera pas assez grande pour accueillir tous les pèlerins. C'est une intuition qu'il a, voilà. Très bien. Alors, il y a une petite église. C'est une petite église, de toute façon, avec une cloche fêlée, puisque les révolutionnaires, les sans-culottes, ont cassé le clocher en 1794. D'accord. Donc, il se dit qu'il y a bien du travail. Et ce qui frappe Jean-Marie, quand il arrive à l'église, c'est de voir qu'elle est vétuste, de voir qu'elle est un peu à l'abandon. Et ce qui le choque, c'est que le presbytère soit plus beau que son église. Alors, comme il est meublé par Mademoiselle d'Ars, la châtelaine d'Ars, eh bien, pour lui, il va redonner tout ce qui est beau à Mademoiselle d'Ars afin de ne se contenter que du nécessaire. Et quand on dit nécessaire, c'est vraiment chichement. Oui, pratiquement, il couche pratiquement sur la paille. Parce que son matelas, un jour, il retire le matelas parce que c'est trop confortable. Il couche sur la paillasse. Et après, il trouve que la paille, c'est encore trop beau pour lui. Donc, il va mettre une grosse planche pour souffrir, justement. Parce que pour lui, marcher au côté du Christ, c'est souffrir, c'est se mortifier, voilà. Ça me rappelait que cette phrase que j'ai citée tout à l'heure sur la discipline et la R, c'est dans le Tartuffe. En fait. Ah oui. Je n'ai pas lu le Tartuffe, je suis désolé. Voilà. Alors, donc, curé d'Ars, alors c'est là que peu à peu, grâce à son travail extraordinaire et sa rigueur ascétique, on peut dire que il va créer une ambiance, il va devenir un personnage, il va se sanctifier, enfin il va devenir un personnage non seulement qu'on respecte, mais pas toujours d'ailleurs, parce qu'il y aura quelques histoires très, il va vivre des mensonges. Des calomnies, des choses épouvantables. On l'accuse, par exemple, autant je me souviens, d'avoir engrossé une jeune fille. Je peux en parler ? Oui, bien sûr. Donc c'est l'affaire Christine Melin. Et donc ça se passe en 1826. Il y a une dame qui meurt, Madame Melin. Et puis donc sa fille, c'est une fille qui a une vie dissolue dans les cabarets. Et donc elle est enceinte. Et donc, le curé d'Ars lui fait certes la morale, mais c'est quelqu'un qui veut aider cette jeune fille. Et donc... Et il n'y a pas de père. Non, il n'y a pas de père. Enfin, il y en a un, mais... C'est un enfant qui a été fait hors mariage. Et donc, il va vouloir aider cette jeune fille. Malheureusement, avec les calomnies, elle se suicide. Elle se jette dans la rivière. Et Jean-Marie Vianney est très, très triste parce qu'il se dit que c'était il avait réussi à mettre cette jeune fille sur le chemin de la rédemption. Et donc, il se dit, eh bien, puisque personne ne veut s'occuper de son petit enfant, l'enfant de Dieu, qu'on appelait à l'époque, un enfant en mariage, eh bien, moi, je vais m'en occuper. L'intention de Jean-Marie est bonne.
Évidemment. Mais mon Dieu, qu'a-t-il fait là? Parce que forcément il y a les mauvaises langues, il y a les cabaretiers. Donc, comme il pourfend les cabarets, eh bien les cabaretiers ne vont pas lui faire de publicité. Alors les gens disent si le curé s'occupe du petit, c'est que c'est lui le père. Ouais. Donc on l'accuse bientôt, on l'accuse d'être le père de l'enfant. Oui. Il reçoit des tas de lettres ordurières. Ça arrive au diocèse, mais Jean-Marie se tait. Jean-Marie décide de répondre à la haine par le silence. Et pourquoi ? Parce que, est-ce que le Christ s'est défendu quand il était accusé de tous les maux ? Non. Ouais. Eh bien, c'est pour ça que Jean-Marie Vianney laisse la haine parler sans répliquer. Il décide, c'est une façon pour lui de faire son chemin de croix. Ouais. Et donc, il est question de le muter, parce que on dit oui, voilà, c'est le père d'un bâtard, ceci, cela. Et bientôt, il y a quelqu'un qui se blesse, et sur son lit de mort, le vrai père du petit enfant, à vous. Il dit, c'est moi le père de l'enfant, de l'enfant de Christine Melin. Arrêtez de calomnier ce curé. Je le lui ai avoué en confession. Et alors là, c'est le retournement de situation, puisque tout le monde se dit, bon sang, on a vraiment voué aux gémonies le curé d'Ars, on l'a calomnié, prêt à le tuer. Alors qu'en fait, c'est un saint, c'est un saint homme. Il savait qui était le père. Et justement, parce qu'il n'était pas obligé de dire c'est un tel le père. Il aurait très bien pu dire je ne suis pas le père de cet enfant, point à la ligne. Ouais. Mais non. Il a préféré se laisser crucifier. Et comme je le dis dans mon livre, et ça je le pense, si les gens du village avaient traîné Jean-Marie Vianney sur la place du village pour le crucifier au sens propre du terme, mais cher monsieur Abrecorn, il se serait laissé crucifier. Parce que c'était dans la mentalité de Jean-Marie Vianney de ne pas se défendre, de laisser ses ennemis le salir, tout comme le Christ a été sali. Voilà, c'est vraiment, il marche sur les pas du Christ. Voilà. Donc Jean-Marie Vianney est ainsi fait. Alors ça va s'amplifier, j'appelle ça sanctification. Ah oui, lui, complètement. Avant l'officielle sanctification. Bien sûr. Mais il y a des foules qui viennent. Alors, les confessions, c'est extraordinaire. Les confessions, c'est extraordinaire. Alors, ils arrivent par milliers. Dans ce petit village de 230 habitants, qui plus tard ne fera plus de 230 habitants, mais bien souvent. Oui. Donc, il y a des milliers de gens qui viennent se confesser tous les ans. Il y a même une année, il y a 80 000 pèlerins, vous vous rendez compte ? Et alors, le curé d'Ars, il peut rester jusqu'à 18 heures par jour dans son confessionnal. Est-ce que vous vous rendez compte ? 18 heures par jour. Et sans manger. C'est quelqu'un qui fait une pause. C'est quelqu'un qui fait une pause. On était très loin des 40 heures. Oui. Et c'est quelqu'un qui fait 18 heures par jour. Donc, oui, de toute façon, il dort 1 à 2 heures. Il dort 1 à 2 heures, ça lui suffit. Le reste, c'est la prière, après la confession. Mon cadavre est solide. En parlant de son corps, il dit mon cadavre est solide. Après, je dors 2 heures et après, je repars. Donc, il se contente même d'une tasse de lait, de toute façon, le midi. Et encore une fois, l'une des dames qui veille sur lui, elle lui dit monsieur le curé, prenez cette tasse. Non, vous m'ennuyez. Si, j'insiste, je ne m'en irai pas, vous ayez bu cette tasse de lait. Donc il boit cette tasse de lait. Et après, il repart pour 10 heures de confession, au moins ça. Et après, il lui dit, heureusement que je vous ai écouté de boire cette tasse de lait, sinon je n'aurais pas réussi à faire tout l'après-midi, à tenir. Donc il s'en rend compte, de toute façon, qu'il force. Il force et il se fatigue. Mais heureusement, c'est miraculeux de toute façon qu'il tienne, de toute façon, parce que quelqu'un qui mange très peu, quelqu'un qui mange si peu, quelqu'un qui se flagelle, quelqu'un qui a le silice, il n'aurait pas pu tenir. C'est miraculeux. Encore une fois, c'est un miracle qu'il ait pu tenir pendant 41 ans, comme ça, de toute façon. Alors, je vous cite là, à la page 120 de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, par Éric Leclerc, paru aux éditions de l'Estocade. Aux éditions de l'Estocade, tout à fait. Alors,
que je remercie, bien sûr. Page 120. En vérité, on peut estimer à plus d'1 million les personnes qui vinrent se confesser au curé de Vianney, puisqu'en une seule année, celui-ci confessa 80 000 personnes et qu'il fut curé d'Ars durant 41 ans et demi. Ajoutons que grâce à lui, 80 000 personnes trouvèrent leur salut. Complètement. C'est extraordinaire. 80 000 personnes ont trouvé leur salut. Pour lui, le salut des âmes, c'était énorme. Parce que pour lui, que quelqu'un meure sans que Jean-Marie ait pu le confesser, c'était un drame pour lui. Ouais. C'était un drame. La confession, c'était énorme pour lui, de toute façon. Ouais. Et pour lui, c'était sauver les âmes. Et pour sauver les âmes, il se privait de manger, comme je l'ai dit. C'était énorme. Et alors, une chose particulière, c'est que Jean-Marie Vianney avait reçu un don de voyance de Dieu. Ah oui, on va parler de cette voyance. Bien sûr. Oui. Alors, ce qui était bien, c'est que quand les pénitents arrivaient devant lui pour se confesser, Jean-Marie savait exactement ce qu'ils allaient lui dire. Ouais. Alors, donc, parfois donc Jean-Marie les écoutait se confesser et il leur disait « Attention, vous n'avez pas fait votre confession complète. Il manque des choses. Vous avez oublié de me dire des choses. » Une qualité de voyant extraordinaire. Oui, mais c'était vraiment... Une fois, il y a une dame qui vient le voir et il lui dit, qui était venue en pèlerinage, il lui dit « Repartez dans votre village parce qu'il y a un serpent chez vous. » Alors, la dame repart. Elle arrive chez elle, voit son mari en bonne santé. Elle se dit, bon sang, le curé m'a raconté des bêtises. Ouais. Il n'y a pas de serpent. Et là, elle retourne son lit. Et puis, quand elle remue les draps, qu'est-ce qu'elle voit? Un gros serpent qui sort du lit et qui s'en va par la fenêtre et puis qui est tué par les voisins. Ouais. Donc, le curé d'Ars avait vraiment un don de voyance. Un don de voyance répété et constant. Constante. À tous les gens qui viennent le voir, il raconte leurs histoires, il connaît déjà leurs péchés, Tout à fait. etc. Ils savent déjà ce qu'ils vont lui dire. Ouais. Alors, nous allons passer un petit bobino publicité. Bien sûr. Voilà. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Alors, continuez un peu avec ce fameux curé d'Ars. Alors, comment il va aller sur le chemin de la sainteté, finalement, officiellement qu'est-ce qui se passe? De plus en plus de gens viennent le voir. Ah oui, de plus en plus de gens viennent le voir, bien sûr. De loin, en France. On vient le voir de toute la France. Oui, c'est ça. C'est un lieu de pèlerinage du vivant de Saint Jean-Marie Vianney. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Il y a des apparitions, de la Vierge. Alors, oui, il y a des apparitions aussi, d'ailleurs. Bien sûr, la Vierge lui apparaît. Et il y a certaines personnes qui l'ont vu. Il y a certains pèlerins qui l'ont vu, mais la Vierge lui apparaît à lui, bien sûr. Voilà. Et on peut supposer également que non seulement la Vierge lui apparaissait, mais il y avait aussi Jésus qui lui apparaissait dans l'église pendant qu'il fait sa messe. Parce que parfois il dit « Ah, si nous pouvions voir le bon Dieu, si les gens pouvaient voir le bon Dieu, il serait ce que c'est que la messe. » Donc vraisemblablement, on peut supposer que Jean-Marie Vianney voyait le Christ lui apparaître pendant qu'il faisait la messe. Oui, voilà. Donc la Vierge. Mais ce ne sont pas des apparitions de la Vierge publique. Non, voilà. C'est uniquement à lui, parce que il avait vraiment la sainteté. Il avait tellement la sainteté qu'un jour, une pénitente voit une bague qui était invisible pour la plupart des gens. Il avait la bague de sainteté, une bague en or qui brillait et elle était invisible. Et il y a une dame qui la voit. Donc, c'était vraiment un saint déjà de son vivant, de toute façon. Et donc, comme vous disiez et comme je disais, il y a des milliers de personnes qui viennent à Ars de son vivant en pèlerinage, si bien que la municipalité va créer une auberge pour loger les gens, de toute façon. Oui, tellement. De toute la France. Il y en a même qui campent dans des prairies, de toute façon, parce qu'il n'y a pas assez de place pour loger tout le monde. Parce qu'en plus, il a créé aussi une fondation, une école tout à fait, pour les jeunes filles. La Providence d'Ars pour y loger les orphelines.
pour y loger des orphelines. Il créera aussi une école pour les garçons. Et donc, il instruit les filles, des orphelines, aussi des jeunes filles qui vagabondent, donc qu'il sauve du pire, de toute façon, bien sûr. Oui, parce qu'il lutte assez rigoureusement, d'ailleurs, contre les auberges du coin, les endroits où l'on danse. Ce qu'on appelle les cabarets, les cabarets où on danse, où les âmes où les jeunes filles sont en perdition, etc. Donc, il dit que les cabaretiers, ce sont les tentateurs. Les tentateurs, les complices du diable, c'est ça, de toute façon. Il pourfend les cabaretiers. Et puis la danse ne trouve pas grâce à ses yeux, parce que pour lui danser... C'est dommage, parce que la danse, c'est un art. Bien sûr, c'est un art. Mais là, c'était de la danse... La danse ne trouve pas grâce aux yeux de Jean-Marie Vianney, ça c'est sûr. Donc il se fait des ennemis. Donc les mauvais coups qui lui ont été faits, comme je citais avec l'affaire Christine Melin, c'est parce qu'il s'est fait des ennemis irréconciliables. Oui, parce qu'il y a les cabarets qui ferment, parce que finalement, il les déconseille, donc les gens n'y viennent plus. Les amis, non. Les filles sont interdites, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un rigoureux... Oui, et au fil des ans, il arrive à faire d'Ars, à l'époque où il y a une déchristianisation terrible, à l'époque où les gens sont de plus en plus rationnels, rendez-vous compte que c'est quand même à 35 km de la grande ville de Lyon, où il y a beaucoup de monde beaucoup doutent de l'existence de Dieu. Et à Ars, justement, c'est tout le contraire. Il a réussi à replonger le village dans la religion, justement. Si bien qu'on voit les dames habillées vraiment très sobrement, et les hommes habillés très sobrement. C'est vraiment un village de rigueur, de gens morale. Pieux. Avec une grande moralité. C'est vraiment devenu, c'est ce qu'est devenu Ars au fil du temps. Très bien. Alors écoutez, voilà, c'est ce merveilleux histoire de Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Curé d'Ars. Voilà. Et nous allons passer à la seconde biographie, qui n'a rien à voir, sauf que c'est un peu la même époque. Tout à fait, oui. Révolutionnaire et post-révolutionnaire. C'est ça. Et il s'agit de Louis de Fortet, le chouan normand, de votre pays. Voilà, d'où mon beau costume. Qui est beaucoup moins connu, évidemment, que les chouans, que Jean Chouan. Tout à fait. Ou que Charette. Ou Georges Cadoudal. Voilà, Cadoudal. On va dire que c'est le Charette de Normandie ou le Cadoudal de Normandie. Voilà. Alors, on se représente mal ces chouans. En fait, il y a eu à un moment une énorme armée, en réalité, parce que on croit toujours que c'est trois Pékins dans la campagne qui font des coups. Pas du tout. Mais il y a eu des grandes batailles, il y a eu des milliers d'hommes. Tout à fait, il y a eu des milliers d'hommes, bien sûr. Et qu'à un moment, disons, tout l'ouest de la France, l'ouest de la France s'est soulevé. Tout à fait. Et il ne manquait plus que quoi que l'arrivée du comte d'Artois ou l'arrivée de Louis XVIII, tout à fait. Qui n'est jamais venu, et qui était à Londres. Si Louis XVIII ou Charles X étaient venus se mettre à la tête du grand mouvement chouan, ils seraient peut-être arrivés à marcher sur Paris. Ils seraient sûrement arrivés à ce qu'ils voulaient, oui. Mais les princes ne sont jamais venus. Parce qu'ils ont eu, malgré cette absence fondamentale, ils ont eu des milliers d'hommes, des milliers de paysans qui se sont aguerris, engagés, qui parfois combattaient avec une faux. Bien sûr, tout à fait. Et puis après, avec des fusils dont ils ont appris le maniement, etc. Complètement, complètement. Alors, parce que ça n'était pas une armée de métier, l'armée chouane. Il faut le dire, la chouannerie n'était pas une armée de métier. Mais très courageuse. Très courageuse, par la force des choses. Oui. Remarquez, les Bleus, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas du métier aussi. Aussi, oui, c'est vrai. Alors, mais enfin, ils étaient beaucoup plus nombreux encore. C'est vrai. La conscription obligatoire. Tout à fait. Alors, Louis de Fortet, c'est qui exactement? C'est un aristocrate, évidemment. C'est un aristocrate. C'est le comte de Fortet, qui est né en 1766 à Alençon, de Henri de Fortet et Agathe. Sa mère, Alençon, de Henri et Agathe de Fortet à Alençon. Voilà. Donc on est dans la Haute-Normandie. Non, dans la Basse-Normandie. La Basse-Normandie. Oui, c'est vrai, je confonds toujours Alençon. C'est à la limite. C'est pas le Cotentin, parce qu'il y a aussi le Cotentin qui serait... Donc dans l'Orne, c'est un Ornais, tout comme Charlotte Corday.
Louis de Froté. Exactement. Oui, Voilà. d'ailleurs, vous faites une comparaison à la fin Oui, du je fais volume. une comparaison parce avec que ce ce sont deux âmes nobles, deux cœurs purs. Voilà, ce merveilleux personnage qui est Charlotte Corday, qui Tout à est fait. extraordinaire. Tout à fait. Ouais. Donc, il est né comme Charlotte Corday dans l'Orne. Et donc, À peu près à la même époque. Ouais, c'est ça. elle en 1768 et lui en 1766. D'accord. Et Ouais, donc, c'est vraiment quelqu'un tout jeune, eh bien, il va aller à l'école, hein, de toute façon, pour être à l'école militaire, voilà. oui, c'est ça. C'est un militaire de formation. C'est un militaire de Ouais. formation, hein, de toute façon. Mais c'est un rebelle. Déjà tout jeune, c'est un rebelle. Oui. Puisque dès l'âge de 8 ans, il est provoqué par une bande de garçons à Caen, qui lui disent « Oh là là, le fils à papa, ils veulent le détrousser de sa bourse. Ouais. Il lui dit « Allez, alors il leur dit « Bande de manants, laissez-moi tranquille. Oh là là, le fils à papa. » Alors mal leur en prend parce qu'il va dégainer son épée et puis donner un coup d'épée à l'un des garçons et il se sauve, bien sûr. Donc, les autres s'enfuient. Dès l'âge de 8 ans, il sort son quel âge épée. 8 ans. 6 ou 8 ans. Il circule avec une épée à 6 Il circule déjà avec une épée à 6 ou 8 étonnant, ans. Ça. Donc voilà, c'est un rebelle dès le plus jeune âge. Oui. D'ailleurs, il se fait une haute idée de ses précepteurs ou des instituteurs. Parce que pour lui, si ses précepteurs sont précepteurs, c'est parce qu'ils savent tout et qu'ils en savent plus que tout le monde. Ouais. Alors, dès lors qu'un professeur n'en sait pas plus que lui, eh bien, il va falloir que lui le dise même devant toute la classe. Ouais. Et ça peut durer des heures à coup d'arguments. C'est déjà un rebelle. Hein. C'est un élève difficile. C'est un élève difficile. Hein. Excusez-moi, alors on a deux messages. D'accord. D'abord, monsieur Paul qui nous cite ce que j'ai fini par citer. Laurent serrait ma haire avec ma discipline. Discipline, c'est une sorte de fouet. Hein. Oui. Et puis, c'est dans le Tartuffe, effectivement, acte 3. Voilà. Ça, je ne connaissais pas bien, je suis désolé. Voilà. Alors, bonjour, là, un autre message de Titus. Bonjour, pour info, le cardinal oncle de Napoléon s'appelait Fesch. Ah oui, Fesch, oui, le cardinal Fesch. D'origine suisse par son père et demi-frère de Laetitia, la plus jeune des filles. Et elle a 13 ans. Ajaccio lui doit un musée de peinture magnifique. Je ne connaissais pas ce musée de peinture. Le cardinal Fesch, je l'avais sur le bout de la langue, mais je ne m'en souviens le tour de la voilà. Corse. Une seule chose me déplaît un peu chez le curé d'Ars, c'est son opposition à la danse. On en a parlé. Tout à fait. J'aime les seins, mais pas assez intrigantes si elles sont avérées. Alors, j'aime les seins, pas quand ils sont trop puritains, parlons. Ah oui, il y a des talibans pour ça. En revanche, les multiples manifestations surnaturelles sont assez intrigantes si elles sont avérées. Belle émission. Merci, elles sont avérées, voilà. De toute façon. Oui. Non, il avait... Pourquoi c'est avéré ? Déjà, il a guéri des gens, du vivant. Ouais. Jean-Marie Vianney a guéri des gens du vivant, puisqu'il a fait des miracles. Une dame qui est venue avec sa fille, qui est complètement aveugle, et qu'il a guéri de toute façon. Donc, bien sûr que tout est avéré, parce que sans cela, il n'aurait pas pu guérir. Des gens estropiés, des gens qui ne marchaient plus, et qu'il a réussi à refaire marcher. Oui. Alors, voilà le curé d'Ars. Effectivement, des miracles de son vivant. De son vivant. C'est beaucoup plus important que les miracles qu'on prête à des saints morts, enfin, dont on va faire des saints. Donc comme certains, comme certains papes que nous ne nommerons pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc oui. Donc c'est pour ça qu'on peut y croire au miracle de Jean-Marie, puisque de son vivant il faisait des miracles. De toute façon, c'est pour moi, tout est avéré. Hein. C'est une vie de saint assez évidente. Complètement, oui. Voilà. Alors revenons à Louis de Froté. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Alors surtout pas. allons-y. Son histoire, comment. Donc il a un métier. C'est militaire. C'est militaire. Et donc, il est capable de diriger des hommes. Complètement. Il a comment dirais-je, le métier des militaires, capable de faire de la stratégie. Il est officier dans le régiment de colonel général. Hein. Voilà, donc
Voilà, alors Donc, peu à peu, il va devenir vraiment le chef de toute la Normandie, Ah oui, de la chouannerie normande. Hein. quand il est normand, enfin, le chef surtout de la Basse-Normandie, D'accord. puisqu'en Haute-Normandie, c'est quelqu'un d'autre, Oui, oui. mais lui, on dit qu'il est général en chef de l'armée catholique et royale de Normandie. D'accord. Mais c'est plus la Basse-Normandie. Oui. Et Donc, le Maine aussi, et la lisière du Maine. donc il y a le Cotentin, évidemment, et puis Un petit peu. et Caen, votre région. Quand ils ne Ouais. sont pas venus, c'est Ah bon. surtout dans le bocage, Le bocage dans la nord. plaine de D'accord, Caen. Oui, d'accord. bien sûr. Voilà. Donc, ils vont être des milliers, parfois, Mhm. à batailler contre les Bleus. Ouais. Donc, ce sont beaucoup de batailles dans les forêts. Heureusement, il y a les forêts pour protéger les chouans, de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Donc, il fait Et puis face alors, aux quelques mille dangers. châteaux, il y a quelques châteaux, Il y a quelques évidemment, châteaux. avec des aristocrates qui sont sympathisants, évidemment, Oui, comme le et château qui les hébergent. Monsieur, Ah. Madame Angot de Flers, qui héberge Louis de Frotté. Mhm. Il y a aussi le manoir de la Guyonnière à Saint-Jean-des-Bois, Mhm. qui héberge Louis de Frotté. Donc, ce sera vraiment le quartier général de Louis de Frotté, le manoir de la Guyonnière, voilà. D'accord. Et je tiens à saluer le châtelain, le propriétaire du manoir de la Guyonnière, qui est quelqu'un de très sympathique. C'est un descendant direct de la... Non. D'accord. Mais Bon. c'est le propriétaire actuel du manoir de la Guyonnière que j'ai pu D'accord. visiter et vraiment c'est valable. Ouais. Parce qu'on s'imagine... Un beau château, ouais. Petit château. Petit Ouais. château, voilà. Donc le manoir de la Guyonnière, l'escalier est toujours d'époque, de toute façon. Donc on imagine vraiment Louis de Frotté qui monte l'escalier, de Ouais. toute façon. Ouais, ouais. Bien sûr. Donc c'est une âme pure, un cœur pur, parce que Ouais. Louis de Frotté... Je montre ce personnage Ah avec, qui a une belle stature, Ouais. un beau costume comme vous. Et il ne fait pas ça pour l'argent. Oui, oui, il ne fait pas ça par intérêt. Oui, Quand il aide les totalement princes, désintéressé. totalement désintéressé. L'un des rares. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire remonter Louis XVIII sur le trône de France. Oui, Donc c'est il ça. se démène et il aime certainement plus Louis XVIII et le futur Charles X que ceux-ci ne l'aiment. Ouais. Alors il a fait un séjour à Londres, je crois. Bien sûr. Auprès de ces gens qui sont réfugiés en Il Angleterre. est obligé de Ouais. partir à Londres parce Immigrés. il est obligé d'émigrer parce qu'à un moment donné, la chouannerie s'essouffle en 1796 parce qu'il a commencé en 1795 jusqu'en 1796 et la chouannerie s'essouffle. Donc il est obligé d'aller se réfugier à Londres. Aidé par une amie, Lady Charlotte Atkins, qui l'aide. Et donc, en est une attendant, Anglaise. Ouais. en attendant, oui, bien sûr. Parce que les Anglais, finalement, aident la chouannerie. Petitement. Mais petitement, évidemment, dans la mesure où, tant que la France est dans la panade, ça les sert plutôt. Ils ne jouent que pour l'Angleterre. Bien sûr. Et de toute façon, l'Angleterre n'avait pas intérêt à ce que le roi remonte sur le trône de France. Puisque la Révolution avait affaibli la France. Et à la plus grande satisfaction des Anglais, il faut le reconnaître. Bien sûr. Donc, combien de fois Et cette histoire ira jusqu'à Waterloo, finalement. Bien sûr. Combien de fois Louis de Frotté doit batailler pour que les Anglais l'aident, de toute façon, financièrement. Oui. Alors tout de même, il donne quelques matériels. Oui. Mais enfin, il manque furieusement d'artillerie, par exemple, évidemment. Ils n'ont pas assez de fusils. Il manque cruellement d'armes, il manque cruellement de poudre, de fusils, comme vous dites. Et de nourriture, etc. De tout, bien sûr. D'argent. Par exemple, même Charles d'Artois lui donne 1000 louis, alors qu'il va en donner 10 fois plus à Charette, par exemple. Donc, il y a des chouans qui sont mieux considérés que d'autres. Lui est considéré, mais pas aussi bien considéré que Charette. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Alors que c'est quelqu'un qui se jette dans le feu. Oui, alors que c'est l'un des plus courageux, certainement l'un des plus courageux. Qui risque et sa vie puis tous les jours. C'est le dernier qui a été arrêté. C'est le dernier. Parce que peu à peu, alors disons un peu la fin de ces combats, de cette aventure fantastique finalement de la chouannerie générale, comme on a dit, qui a concerné disons, tout l'ouest de la France. Mais il y a eu aussi des chouans dans l'Est aussi, et même dans le centre, donc même dans le sud de la France. C'est moins connu aussi. La majorité des chouans, c'était dans l'Ouest.
Donc Vendée, Bretagne, Anjou, Normandie. Mais il y en a eu aussi... Il y en a un peu partout. Ah oui. Dans le sud de la France, dans Gascogne, tout ça. Donc c'est un mouvement qui s'est dans l'Est aussi, dégradé par manque de chefs centralisés. Et puis, par manque de chefs unifiés. Voilà. Ils n'ont jamais pu unifier la chouannerie. Louis XVIII, qui était pas tellement un guerrier, le moins qu'on puisse dire. Louis XVIII n'était pas un Henri IV, ça c'est sûr. Encore moins un Napoléon. Ah non. Donc, aucun d'ailleurs, des princes on le verra pendant venu. les 100 jours, d'ailleurs. Bien sûr. Aucun prince n'est jamais venu se mettre à la tête du mouvement chouan, et c'est cela qui a fait défaut au mouvement chouan. C'est ça, voilà. Malheureusement. D'accord. Alors, ça se dégrade donc naturellement, puisque avec sans chef, on finit par... sans chef... Et puis, il y a Napoléon. Voilà, parce qu'il y avait un immense espoir en 1999, tout le monde en 1799, excusez-moi, tout le monde en a ras-le-bol. Le directoire est à sa perte et Louis de Frotté se dit qu'il y a un immense espoir. Mais les 9 et 10 novembre 1799 arrive Napoléon au pouvoir et donc c'est la création du consulat, et donc le premier consul. Bon, si Louis de Frotté a d'abord l'espoir que Napoléon aide les Chouans et qu'il remette le roi sur le trône de France, il est vite démenti. Déçu. Parce que Napoléon ne travaille que pour lui-même. Ah bah oui, Napoléon Bonaparte est bonapartiste, voilà. Et nul autre. Donc très vite, il va combattre Napoléon. Il ne va pas tarder à combattre Napoléon. Et alors, les deux hommes sont ennemis. Il n'y a pas de place pour deux hommes. Voilà. Alors il y a plein de propositions. Tout à fait. D'abord de la République et ensuite de Napoléon, enfin le consulat, pour amadouer pour qu'ils arrêtent la guerre. Ces troublions, ces fameux frottés en particulier pour nous. Et il s'agit de leur dire, mais non, on va rétablir ça, on va permettre la religion. Voilà, on va permettre la religion, les curés vont être pardonnés, etc. C'est ça. De toute façon... Et vous aurez, non pas l'absolution, mais on vous laissera en paix. On vous laissera en paix, vous aurez la vie sauve, etc. Et il y en a beaucoup qui y croient tout de même et qui se rendent. Beaucoup y croient, beaucoup se rendent. Qui signent des traités. Beaucoup signent des traités. Et Louis de Frotté est triste parce que lui, il est royaliste pur et dur. Il est pour une monarchie de droit divin et il voit clairement que Napoléon n'est pas royaliste mais bonapartiste. Oui. Donc pour lui, Louis comprend qu'il n'y aura rien à faire. Il ne faut rien céder. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, il va négocier parce que la chouannerie, malheureusement, s'essouffle. Donc, il veut négocier, mais en attendant de jours meilleurs pour reprendre les combats. Et ça, Napoléon l'a compris. Et puis, il veut négocier pour ses hommes aussi, etc. Oui, négocier pour ses hommes parce qu'il dit, s'il y a un coupable arrêté, c'est moi. Je veux tout prendre sur moi, mais que tous ceux qui m'ont suivi, qu'on leur fiche la paix. C'est ça, en substance, ce que dit Louis. C'est un grand bonhomme. Donc, il veut négocier avec le général Hédouville, mais le général Hédouville a été démis de ses fonctions parce que c'était quelqu'un de trop pacifique. Et donc, c'est le général Guidal et le général Chambarlac qui vont négocier avec ces hommes. Très durs. Et eux sont très durs, surtout Chambarlac. Alors, il leur dit... ils reçoivent directement leurs ordres de Napoléon. Voilà. Ils reçoivent directement leurs ordres de Napoléon, qui veut la peau de Louis de Frotté, de toute façon. Pas de quartier. Pas de quartier, parce que Louis de Frotté a une trop forte personnalité, et il y avait une place de trop. Il n'y avait pas de place pour les deux hommes, de toute façon. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Et donc, Louis de Frotté va avoir un sauf-conduit, un laissez-passer. Et donc, il part le 15 février 1800 à Alençon avec ses hommes. Et donc, ils se rendent à l'Hôtel du Cygne vers 11h du soir. Pas avec tous ces hommes, avec une... Oui, avec quelques hommes. Voilà. Donc, il était avec ses 6 lieutenants. Donc, ils étaient 7. Donc, ils se rendent à l'Hôtel du Cygne. Et donc, rue du Cygne. Et on est où, là ? On est à Alençon. D'accord. Et donc, à l'Hôtel du Cygne. Et donc, pour négocier avec le général Guidal. Donc, il est reçu par le général Guidal. Et après, le général Guidal lui dit « Vous cachez des armes, rendez-les-moi. » Non. Moi, puisque je vous dis que vous avez des armes, puisque je vous dis que non. Donc après, le général Guidal ne veut pas se mouiller. Donc, il redescend. Et à minuit 3 minutes, surgissent les grenadiers
Donc Louis de Frotté le savait, de toute façon, puisqu'on lui disait vous allez à un guet-apens. Donc mais là, il est arrêté. Il est arrêté voilà. Et donc il est conduit. Il brise son sabre. Il brise son sabre pour ne pas se battre. Il dit je veux voir les généraux au Guidal et Chambarlac. Et donc il est question de l'emmener à Paris avec ses hommes. Et donc il les emmène à Verneuil-sur-Avre où va se faire un jugement ou un semblant de jugement. C'est drôle parce que j'y étais il y a 3 mois ou 6 mois. C'est drôle. Donc il va y avoir le procès. Et donc il y a le procès. Oui, un procès militaire. Un procès militaire. Il y a pas un semblant de procès. Oui, il n'y a pas d'avocat. Voilà, disons-le. Une cour martiale. Tout à fait. Et il est condamné à mort. Ils sont tous condamnés à mort. Les 7 sont condamnés à mort, donc Louis de Frotté et ses hommes. Et donc le jour même, ils sont fusillés. Voilà. À Verneuil-sur-Avre. Voilà. Et il y a une plaque maintenant, il y a un monument. Oui, il y a un monument, une stèle. Leur corps a été jeté dans la fosse commune, mais après récupéré. En 1814, ils ont été récupérés. C'est ça. Eh bien, l'émission est terminée. Je vous remercie beaucoup, cher Daniel Abrecorn. Et je rappelle les 2 ouvrages, l'un consacré au curé d'Ars et l'autre à Louis de Frotté, parus les 2 aux éditions de l'Est.